Chers amis résistants, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 août et je viens commenter l'actualité dans l'esprit qui est le nôtre du biocentrisme, ce qui veut dire tout simplement mettre la vie au centre des valeurs. Non pas une patrie, non pas une religion, non pas un parti, et j'allais dire même pas un système philosophique. La vie au centre des valeurs, l'arbre, l'animal et l'homme et l'humain. Hier, jeudi 7 août, le Conseil constitutionnel français a invalidé l'article 2 de la loi dite Duplon, du nom du sénateur, bien sûr les Républicains et bien sûr FNSEA, qui est à l'origine de ce texte de son nom Duplon. Cet article prévoyait la possibilité d'utiliser un néonicotinoïde qui s'appelle l'acétamipride pour le traitement d'un certain nombre de cultures sans d'ailleurs en limiter le nombre ni l'usage. En fait, la loi Duplon ne se résume pas à ce seul article 2 qui a été invalidé. C'est une loi qui est une loi partisane, qui est une loi dictée non pas par les 380 000 agriculteurs de ce pays, mais par un lobby agro-industriel qui veut disperser des poisons. Et cette loi nous dit qu'on ne peut interdire un pesticide que s'il y a une solution de rechange. Cette loi vise à favoriser les élevages concentrationnaires en doublant le nombre d'animaux qui peuvent être détenus dans des conditions éthologiquement inacceptables. Cette loi devrait être abrogée. Cette loi a été votée dans des conditions qui traduisent une détérioration de l'esprit public. En effet, les députés de droite qui étaient favorables à la loi ont voté contre leur propre loi, ce qui paraît évidemment aberrant pour un esprit non averti. Comment peut-on voter une motion de rejet contre une loi que l'on approuve et que l'on veut voir adopter? Eh bien parce que c'est une astuce, c'est une ruse un peu mafieuse, consistant à dire, comme l'Assemblée nationale risque de débattre, comme il risque d'y avoir trop d'amendements, que finalement ces débats sont gênants et nous mettent devant des contradictions, on va supprimer le débat. Et on va renvoyer l'examen de la loi à une commission, c'est techniquement comme ça que ça s'appelle, une commission mixte paritaire, 7 députés et 7 sénateurs, où les conservateurs, les réactionnaires et les affairistes sont sûrs d'avoir une majorité tranquille et de débattre à huis clos, à 14, pour adopter un texte qui sera définitif et qui ne pourra pas être amendé ni discuté. C'est tout simplement une malhonnêteté. Mais la classe politique n'est plus à une malhonnêteté près. Quand des groupes parlementaires, par exemple, peuvent disposer d'une durée de 24 heures pour présenter des propositions de loi, les opposants à ces textes, au lieu d'en débattre loyalement, font de l'obstruction pour permettre aux 24 heures de s'écouler et donc au texte de ne jamais être examiné. C'est ce qui est arrivé notamment à Aymeric Caron avec sa proposition de loi d'interdiction de la torture tauromachique dans notre pays, où la droite a joué la montre pour empêcher tout simplement le texte d'être non seulement voté, mais tout simplement débattu ou examiné. Voilà, alors vous savez, nous avons beaucoup de Trump dans notre pays. Et j'entendais encore ce matin dans les radios un leader de cette droite trumpiste, un certain Vauquier, fulminer contre les sages du Conseil constitutionnel, qui sont pourtant pas des juges rouges. Ils ont été nommés par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président de la République, et ce sont d'anciens politiques, ce ne sont pas des progressistes acharnés, qui ont osé invalider l'article 2 de la loi Duplon. Ce monsieur Vauquier se permettait de dénoncer le pouvoir des juges et le pouvoir institutionnel, ce que font d'ailleurs tous les néofascistes du monde, qui sont en guerre avec leur Cour suprême. On voit ça dans tous les pays où les néofascistes prennent le pouvoir, ils veulent museler le pouvoir juridictionnel et le mettre
à leurs bottes, à leur disposition. C'est ce qu'a fait le Hongrois Orbán, c'est ce que voulait faire, c'est ce qu'a fait la droite polonaise quand ils étaient au pouvoir, et on sait ce que M. Trump pense des juridictions quand elles ne sont pas à sa botte, et il a réussi, lui, à avoir une Cour suprême qui est composée de gens qui lui sont très dociles. D'ailleurs, ça nous renvoie à la question de la nomination de ces juges suprêmes. Alors moi, je rends hommage au Conseil constitutionnel français parce que justement, ceux qui le composent et qui sont des politiques ou des anciens politiques arrivent, et c'est ça qui fait le bon juge, à s'abstraire de leurs propres convictions personnelles pour accéder au rang de juge. Et le juge, c'est celui qui dit le droit en partant des faits, avec probité, honnêteté, impartialité, quelles que soient ses opinions par ailleurs. Il peut très bien être un juge progressiste, rouge, ou un juge conservateur, pourvu qu'il reste honnête, c'est-à-dire qu'il ne soit pas dans sa fonction un partisan. Et le Conseil constitutionnel fait preuve assez souvent de cette probité, ce que fait aussi maintenant assez souvent, mais pas toujours, aussi le Conseil d'État, qui pendant longtemps ne rendait que des services et qui commence à rendre des arrêts. Donc la loi du plomb. La loi du plomb est une loi aberrante, dictée par un lobby, la FNSEA, qui est un État dans l'État, et qui impose ces choix catastrophiques qui aboutissent à la mort de la biodiversité, à faire de nos campagnes des déserts de vie et à donner malheureusement des pathologies que l'on sait maintenant avérées à des agriculteurs et aux populations, avec le risque de voir demain l'eau, le sol et l'air définitivement et gravement empoisonnés par des cocktails de molécules qui sont létaux. Alors, vous voyez, 2 118 000, à l'heure où je parle, citoyens ont voté, oui, vous voyez, ont signé la pétition contre la loi du plomb. C'est beaucoup, surtout comme je vous l'avais expliqué que c'est pas facile de signer cette pétition. Vous ne la signez pas sur le coin d'une table comme ça. Il faut passer par France Connect. C'est pas évident pour tout le monde et j'ai entendu plusieurs personnes qui souhaitaient la signer qui n'ont pas pu le faire pour des raisons techniques. Bon, eh bien, face à cela, le président de la République reste sourd, comme il est resté sourd à la majorité relative qui s'était dégagée de la dernière élection législative. Pourquoi? Alors là, on peut se poser des questions. La loi du plomb est manifestement rejetée par un nombre important de Français, puisqu'il y a à peu près 10 fois plus de signataires de la pétition qu'il n'y a d'agriculteurs. À supposer d'ailleurs que tous les agriculteurs, ce qui n'est pas le cas, soient favorables à la FNSEA et à la loi du plomb, ce qui n'est pas le cas. Il y a donc 10 fois plus de signataires. Mais néanmoins, le président Macron dit qu'il va promulguer la loi. Il pouvait, en vertu de l'article 10 de la Constitution, comme je l'ai déjà dit, demander une nouvelle lecture. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas et sa majorité et son gouvernement s'arrangeront pour que les oppositions ne puissent pas faire voter une loi d'abrogation, en utilisant toutes ces astuces, ces techniques procédurales dont je vous parlais. Alors on peut s'interroger, pourquoi cette surdité? Au fond, il faut comprendre que depuis 40 ans ou 50 ans, les oligarques, avec le thatcherisme, le reaganisme aux États-Unis, se sont lancés dans des campagnes d'abrutissement des populations, de propagande, qui font qu'une fraction des citoyens sont absolument égarés sur de fausses valeurs et de faux problèmes, sans savoir ce qu'ils font. Quand des gens votent pour monsieur, je vais dire un nom, monsieur Trump français, il y en a plein, hein, j'en parlais tout à l'heure, savent-ils pour qui ils votent? Savent-ils qu'ils votent pour les pesticides, pour la chasse, pour les traditions, pour l'argent, pour l'exploitation effrénée de la nature, des ressources et des humains? Savent-ils qu'ils votent contre l'assistanat, c'est-à-dire contre les malades, contre les pauvres, contre ceux qui sont malheureux? Ils ne le savent pas. Non, non, parce qu'on les a conditionnés
Et ce n'est pas pour rien que des milliardaires dépensent des sommes fabuleuses pour acheter des journaux, des stations de radio, pour diffuser leurs mensonges et leurs propagandes et abrutir les populations en les faisant croire que le fascisme ou le néofascisme est une issue de secours, alors que ce n'est au contraire qu'un pas vers l'abîme, vers le pouvoir de l'argent, vers la loi du marché effrénée, sans normes, sans entraves, sans limite. Parce qu'il ne faut pas de normes, il ne faut pas d'entraves. Il faut permettre à ces gens-là d'exploiter au maximum. Et M. Macron a été élu en 2017 par le peuple français. Mais bien sûr, c'est un homme talentueux qui sait parler aux foules. M. Le Pen aussi savait très bien parler aux foules et peut-être mieux encore techniquement parlant que M. Macron. M. Mélenchon, par exemple, est un excellent orateur, sûrement meilleur que M. Macron. Mais M. Le Pen ou M. Mélenchon n'ont pas été élus, ni l'un ni l'autre. Vous voyez, je cite des noms qui sont aux antipodes, parce que moi je ne suis pas un homme politique, je suis un observateur, un essayiste et quelqu'un qui essaie de penser la société. Alors, comment expliquer la victoire de M. Macron en 2017, je dis bien en 2017, quand il a été élu pour la première fois pour son quinquennat? De quel parti était-il issu? Pas du Parti socialiste, qui avait son candidat. Il n'est pas socialiste, on s'en est rendu compte. Pas du Parti réactionnaire des sacristies, qui avait son candidat, qui n'a pas été élu, enfin c'est vrai qu'il avait des casseroles à cette époque-là. Pas des partis fascistes ou des... Non, il n'était d'aucun parti. Certains me diront, il en a créé un. Eh bien si, mes amis, il avait un parti. Il avait un parti. Et le parti de M. Macron porte un nom, c'est l'argent. Il était le candidat de l'argent, le candidat de la finance, le candidat des banques. Et c'est pour ça qu'il a pu mener campagne, bien qu'il n'ait pas un parti politique derrière lui. Et une fois élu, il a immédiatement récompensé ceux qu'il avait fait élire. D'où les cadeaux innombrables aux plutocrates, aux oligarques, et inversement, les sanctions, parce qu'ils pèsent sur le peuple, l'augmentation de la CSG, par exemple, tout ça c'est intervenu tout de suite après son élection. Voilà. Alors, je ne suis pas systématique dans ce que je dis, mais M. Macron ne veut pas discuter la loi du plomb, parce qu'en fait, il est du côté des lobbies, et notamment du côté de la FNSEA, comme il est du côté du lobby de la chasse, comme il est du côté du lobby des éoliennes et du photovoltaïque. C'est pas du tout par écologisme, c'est pas du tout parce qu'il est partisan des énergies dites renouvelables, pas du tout. Mais il est partisan des filières, du pognon qui a gagné avec le photovoltaïque. C'est tout. Alors, là encore, je le dis bien, je ne suis pas systématique et je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer parce qu'il m'arrive d'approuver certaines de ses positions. Donc voilà, c'est un homme qui se situe toujours du côté des lobbies et au besoin contre la volonté du pays. Parce que la loi du plomb est condamnée, certes, par nous, protecteurs de la nature, qui sommes soucieux de conserver une biodiversité et de préserver la santé publique. Mais la loi du plomb est condamnée par la Ligue nationale contre le cancer. Elle est condamnée par le Conseil de l'ordre des médecins, parce qu'elle est condamnée par la quasi-unanimité des scientifiques. Donc elle a tout contre elle, cette loi. Tout contre elle. Sauf les marchands de poison. Oh, je ne dis pas les pauvres betteraviers ou les producteurs de noisettes, tout ça c'est folklorique. C'est pas pour eux que cette loi a été votée, non. C'est pour Bayer et pour ceux qui vendent du poison. C'est ça qu'il faut dire. Et l'agriculteur dans tout cela n'est qu'un prétexte. Ce n'est qu'un alibi. Ce qui se cache derrière, c'est les intérêts financiers de l'oligarchie. Donc c'est l'oligarchie qui est servie ici, comme partout dans le monde, puisque les thatchériens, les réganiens ont réussi à s'imposer partout et à dominer le monde et à le mener à sa perte. Alors vous me direz, parce que j'en connais, il y a des gens qui ont la haine de M. Macron. C'est pas du tout mon cas. Pas du tout mon cas. D'abord, je n'ai rien contre l'homme. Je ne dis pas qu'il est antipathique par lui-même, c'est pas vrai. Et puis, j'approuve sa politique étrangère quand il soutient la démocratie ukrainienne. M. Macron, très bien, M. Macron, je vous approuve, je vous félicite. Je vous félicite quand vous voulez reconnaître l'État de Palestine.
c'est courageux, c'est bien. Et puis c'est en plus dans la ligne traditionnelle de la politique étrangère de la France. Donc, sur ce point, vous avez raison. Et comme j'aimerais vous donner raison quelquefois en politique intérieure, malheureusement, c'est vous qui ne m'en donnez pas l'occasion. Mais le jour où vous voudrez cesser de d'éructer contre les loups ou de vous faire le porte-parole de certains lobbies arriérés, comme il y en a quelques-uns que nous connaissons ce jour-là, vous aurez mon approbation, car je ne suis pas un homme de système. Je ne suis pas là pour un parti. Mon parti, c'est la vie. Votre parti à vous, M. Macron, c'est l'argent. D'accord. Vous êtes pour le monde de la finance. Vous n'êtes pas un réactionnaire non plus. Le néofascisme, c'est pas votre truc. C'est normal. Parce que quand on est dans la finance, quand on est proche des milieux bancaires, on est plus proche d'un homologue canadien, nord-américain ou hongrois que de sa femme de ménage française. Hein, dans ces milieux-là, on n'est pas foncièrement nationaliste, pas du tout. On est au contraire très cosmopolite, on parle anglais, hein, on est éduqué. Vous n'êtes pas un réac, mais vous êtes du parti de l'argent. Et le parti de l'argent a toujours, dans l'histoire, préféré s'allier avec le fascisme plutôt que de remettre en cause ses intérêts. Au XXe siècle, la peur du parti de l'argent, c'était les partageux, les communistes, les socialistes. C'était la Révolution rouge. Aujourd'hui, c'est l'écologie. Parce que l'écologie oblige à repenser la société, à repenser le monde et à se rendre compte des périls qui montent sur le climat, sur la mort de la biodiversité, sur la fin des ressources. Et ça, c'est impensable pour ceux qui veulent tout de suite, sans limite, sans frein. Un yacht de plus en plus grand. Quand on a un jet, on en veut 2. Quand on a 2 milliards, on en veut 4. Et il y a une sorte de course à l'abîme chez ces gens-là qui sont prêts à tout, à exploiter à fond les humains, bien sûr, qui doivent sans cesse se flexibiliser, faire des sacrifices, des efforts. Il faut faire des efforts, vous entendez ça, hein? Il faut faire des efforts. La technique agit pour nous, la mécanique agit pour nous, même maintenant l'intelligence artificielle va agir pour nous, mais il faut sans cesse faire des efforts, sans cesse plus de sacrifices. Et oui, pour permettre à quelques-uns d'acquérir la maîtrise totale sur la planète, avant de la détruire. Alors ça, voyez-vous, c'est pour ça que moi je vous appelle à la résistance. Allez, une bonne nouvelle pour terminer, on en parlera à l'occasion, le nombre des naissances diminue. Ah, ça, c'est quelque chose qui afflige les esprits formatés, les journalistes qui ne réfléchissent pas et qui nous disent « Oh, mais c'est dommage, la Creuse perd des habitants. » Eh bien, la Creuse a la chance de perdre des habitants. Parce que, voyez-vous, l'humain a besoin de beaucoup de ressources. Nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin de loisirs, nous avons besoin de distractions. Et si nous sommes trop nombreux, la planète n'y suffira pas. Et la planète est malade d'un excès d'humains. Alors, la solution, c'est pour la mort. Jamais. Parce que moi, j'aime la vie. Et je suis pour la vie. Et je dis que tout être vivant a un intérêt légitime à vivre, mais que nul n'a un intérêt à naître. Et donc, si vous voulez, le levier sur lequel il faut agir pour sauver la planète, la biodiversité et l'humanité, c'est de réduire le nombre des naissances. Réduire le nombre des naissances pour permettre aux hommes de rester prospères et de rester épanouis et heureux. Si nous sommes des cellules cancéreuses, qui nous multiplions sans cesse, croissez et multipliez, jusqu'à remplir la Terre, eh bien les cellules cancéreuses, vous savez ce qu'elles font de l'organisme qu'elles occupent. Elles finissent par le détruire. Et l'humanité, si elle continuait à croître d'une manière inconsidérée, elle finirait par rendre la Terre non viable. Non viable. Alors, réjouissez-vous, les Françaises et les autres font de moins en moins d'enfants. Je souhaite que ces enfants qu'elles fassent encore soient des enfants heureux. Peut-être moins nombreux, mais plus heureux. Mes amis, je vous donne rendez-vous pour de prochaines réflexions. Merci à vous de diffuser notre chaîne et je remercie Isabella de me permettre de la réaliser. À bientôt!